Bonjour à tous, alors suite à de multiples demandes, que ce soit en commentaire ou en message privé, de commenter l'actualité au sujet bien des révélations du Pentagone, qui vient de déclassifier 3 vidéos de phénomènes aériens non identifiés. J'ai décidé de réagir un petit peu sur l'actualité, de répondre à la communauté qui se pose des questions et d'apporter ma vision de ces 3 vidéos qui ont été déclassifiées par le Pentagone et qui sont également certifiées depuis septembre dernier par le Pentagone. Donc avant de commencer, il faut juste donner un petit peu de contexte à ces vidéos. Il y a énormément d'informations, notamment dans la presse anglo-saxonne à ce sujet. Pas mal de choses ont été dites. Moi, ce que je vais faire, je ne suis pas spécialiste du sujet, je vais vous faire un petit résumé et surtout vous donner ma vision d'ancien pilote de chasse de la Marine nationale. Donc, j'étais formé par l'US Navy, donc je connais bien les pilotes de l'armée américaine et plus particulièrement le type de pilotes qui ont fait ce type d'image. Et vous donner un petit peu ma vision, mon ressenti personnel. Je vais vous présenter les faits et je vais vous donner des pistes de réflexion également que vous serez libre de partager en commentaire ou de réfléchir pendant ce confinement. Très bien, donc 2 événements différents, 2004 et autour de 2015. 2004 est un événement qui est assez bien documenté et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il semblerait, je mets bien les hypothèses, il semblerait qu'avant que les images de 2004 n'aient été tournées, eh bien la veille, il y a déjà eu une interception d'un ovni par les Super Hornets du porte-avions et que les radars de la flotte qui étaient déployés pas très loin de la côte américaine à ce moment-là, la flotte américaine avait déjà capté une multitude d'échos bizarres entre 20 000 pieds et 80 000 pieds. Donc 20 000 pieds, c'est une altitude assez classique pour un avion. Un avion de ligne va monter à 35 000 pieds. Un jet d'affaires peut monter dans les 40 000 pieds, un avion de chasse facilement à 50 000 pieds, certains avions dans les 60-70 000 pieds, 80 000 pieds ça commence à faire beaucoup, mais c'est surtout qu'il y avait des sortes de phénomènes d'ascenseur entre 20 000 pieds et 80 000 pieds, c'est ça qui est intéressant, mais je ne vais pas trop m'étaler au-dessus parce que les sources ne seront pas confirmées tout simplement, donc on va se concentrer vraiment sur les images et sur ce qu'elles nous apportent. Donc il y a 3 vidéos. La première vidéo qui s'appelle Gimbal, la deuxième vidéo c'est FLIR 1, la troisième c'est Go Fast. Et en fait elles sont à prendre dans l'ordre FLIR 1, ensuite Gimbal et ensuite Go Fast. Donc on va commencer avec FLIR 1 qui fait 2 minutes 45, qui nous présente au début, on va dire, du contexte. Donc ce qu'on comprend au niveau du contexte, c'est que c'est la deuxième vidéo qui a été déclassifiée par le Pentagone, qu'on a donc droit d'en parler, et que ça vient du Nimitz, l'incident appelé du Nimitz en 2004. Il y a 2 F-18 Super Hornet, qui étaient les avions vraiment les plus modernes de l'aéronavale américaine en 2004, qui sont toujours très modernes. Maintenant il y a le F-35 également, mais le Super Hornet est un avion très performant, qui utilise un pod AdFLIR. Donc un pod, en fait, c'est un senseur qu'on vient mettre sous l'avion qui nous permet d'observer ce qui se passe au sol ou en l'air, et également de désigner laser s'il faut. Donc en fait c'est une sorte de super senseur infrarouge qui nous permet de détecter et de traquer des sources de chaleur. Ça peut être des réacteurs d'un avion, ça va le détecter. Ça va également détecter de phénomènes de chaleur derrière, donc on verra ce qu'on appelle en anglais l'exhaust, les gaz d'échappement. Et ça va surtout aussi permettre de traquer, donc en fait ça vient verrouiller la couleur du pixel, ça fait par exemple là dans ce cas là ressortir en blanc sur l'image tout ce qui est chaud, ou on peut l'inverser, ça dépend des modes, et après ça fait de la comparaison de pixels et ça permet de garder le senseur dessus, ce qui nous permet de suivre des objets. Donc dans ce cas là, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que FLIR et ce qui a été utilisé, et ça nous présente une vue. Donc il nous explique un petit peu les différentes choses à comprendre. Le senseur est en mode infrarouge. Il y a également un mode TV qui est disponible. Au niveau de l'axe, il regarde 4 degrés à droite de l'axe de l'avion, donc c'est face à face. En termes de zoom, on est à 1, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Le senseur regarde à 6 degrés au-dessus de l'avion, c'est-à-dire que ce que l'observe est au-dessus de lui. Le F-18 vole à 252 nœuds, c'est un Mach 0,55, ce qui n'est pas rapide du tout. Donc le F-18 a pas mal ralenti, il est même, j'ai envie de dire, lent pour un F-18 en interception.
Il est en hot, donc ça veut dire qu'en white, on a ce qui est chaud, donc toute source de chaleur va ressortir en blanc sur l'écran. L'avion est à 19 990 pieds, donc 6000 mètres d'altitude, à une vitesse faible encore une fois. On a 2 personnes à bord du Super Hornet, un pilote devant et un WISO, WSO, qui est ce qu'on appelle en français un NOSA, un navigateur officier système d'armes. On n'en a pas dans la marine française, la marine nationale, on n'a que des Rafales monoplace. Mais les Américains ont également des avions biplaces, donc ils travaillent en équipage. Donc ça fait 2 personnes différentes, et les avions partent rarement seuls en mission, ils sont souvent 2. La veille c'était 2 aéronefs, là c'est 2 aéronefs aussi. Donc on voit que le WISO, le NOSA comme on va l'appeler, la place arrière, change un petit peu les modes et essaye de voir s'il peut affiner l'image en fait, tout simplement. Donc là on voit cette forme bizarre, et la qualité d'image est escalée, hein, on est en 2004. Qui joue un petit peu sur les différents paramètres. On remet le zoom à 1, généralement on aime bien mettre ce qu'on appelle du grand champ pour voir ce qui se passe autour, avoir un contexte de situation. On voit que le tracking, le suivi est facile, il y a un objet bien identifié. On m'a demandé, c'est des insectes, je viens de dire peu probable. Peu probable surtout dans la mesure où il semblerait que ça soit confirmé qu'il y avait des échos radars. Et ça part en déplacement par la gauche. Donc en fait, ce qui est très intéressant sur cet incident de 2004, c'est que la veille, le même phénomène s'est produit, et vous avez un des pilotes, le commandant d'une unité de combat très prestigieuse américaine, qui a fait partie de l'interception et qui explique dans le podcast de Joe Rogan en octobre 2019 sa vision des faits. Je vous mets le lien dans les commentaires du Joe Rogan podcast, qui est je crois le podcast le plus écouté au monde, et il explique tout. Donc autour de la minute 4, il explique notamment que ça faisait plus de 12 jours que la flotte détectait des mouvements bizarres au radar, et c'est pour ça qu'ils ont été envoyés faire ces interceptions. Donc il explique tout, je vous renvoie vers ça pour ce qui est de filière 1, et je voudrais surtout me concentrer sur Gimbal et GoFast, parce que on est en 2015, pour moi, hein, même si c'est pas authentifié, j'ai envie de vous dire à 90% de certitude que pour Gimbal et GoFast, c'est le même vol. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la voix des équipages, on a clairement l'impression que c'est le même pilote, et ils sont dans le même état d'esprit sur lequel on va revenir. Donc on est parti avec Gimbal. Donc là, Gimbal qui nous explique un petit peu. Donc c'est la première vidéo qui est sortie, qui est autorisée. Ok, ça vient encore une fois de Super Hornet. Ça vient d'un NatFlir, et ils nous disent que c'est du super matériel. Ce qui n'est pas faux, j'ai même envie de dire ce qui est vrai. Et là par contre ce qui est intéressant, c'est qu'on va entendre, encore une fois c'est un équipage de 2, le pilote et le navigateur en place arrière. Donc il nous réexplique un petit peu NatFlir, donc on est en mode infrarouge, on voit clairement les nuages en dessous. Le senseur il regarde à 54 degrés à gauche de l'avion, donc là l'avion s'est mis dans ce qu'on appelle une sorte de rond, de cercle pour tourner autour de la cible. Pourquoi? Parce qu'apparemment la cible est immobile. Et elle serait immobile. Vous voyez, encore une fois, c'est intéressant, on est autour des... Là on est à 25 000 pieds, donc 1500 mètres au-dessus de l'incident de 2004. Mais en termes de vitesse, pareil, le F-18 a réduit sa vitesse. Et là il a réduit, il s'est mis sur ce qu'on appelle une wheel, en fait il tourne autour d'un objet qui est fixe. Ok, donc là c'est très très important, ça commence très fort. Il pense que c'est un drone, donc là ça ressemble à la place arrière, et en tout cas il y a un des deux qui dit c'est un drone, ça ressemble à un drone. Bro c'est pour brother, c'est l'expression américaine. There is a whole fleet of them, look on the ASA. En gros ça veut dire il y en a toute une flotte, regarde sur le radar. Alors la grosse différence entre 2004 et 2015, c'est la technologie des radars. En 2004, on était sur des radars d'ancienne génération, qui voyaient bien, on va dire, mais sans plus. En 2015, il s'était passé avec les antennes actives, un nouveau type de radar qui voit de manière exponentiellement mieux. Donc en termes de portée, on voit beaucoup plus loin, mais surtout, on détecte même les petits objets, on détecte plein de choses grâce à ces radars. Et là, clairement, la grosse différence, et ce qui vient faire toute la richesse de cette vidéo, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je fais ce commentaire ce soir,
c'est parce que c'est crédibilisé en fait par une source extérieure. Donc pour ce qui est de parler des insectes, vous pouvez arrêter la théorie des insectes à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'on a une corrélation radar entre une image pod et un radar de nouvelle technologie. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que là, ils sont sur un objet, mais ils disent qu'il y en a une flotte entière. Flotte, c'est dur à quantifier, mais en langage de pilote, on va dire si c'était 4 ou 6, ils auraient dit 4 ou 6. Si c'était une dizaine, ils auraient dit, je pense, une dizaine. Mais là, toute une flotte, c'est, je pense, plus de 12. Encore une fois, là, c'est mon avis personnel. Il n'y a pas vraiment de définition pour le terme flotte en termes de nombre. My God! À gauche, c'est mon dieu. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. Très intéressant. Donc là, ils vont tous contre le vent. Le vent fait du 120 nœuds vers l'ouest. On parle de 200 km/h de vent. Et ils ne sont pas poussés par le vent. Pourquoi cette information est intéressante? Ça pourrait peut-être être des ballons météo. Il y a des lâchers de ballons météo. Ça pourrait peut-être être quelque chose qui n'a pas de système de propulsion. Non, là, il y a un système de propulsion parce qu'ils vont au minimum à 200 km/h face au vent à 25 000 pieds. Donc on est à 8000 mètres d'altitude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at this thing! It's rotating. Donc voilà, ça bouge. Ok, donc ça c'est la vidéo gimbal. Ce que je retiens et ce que je voulais partager avec vous sur la vidéo gimbal, c'est la différence de technologie entre les radars entre 2004 et 2015. Encore une fois, le fait qu'ils soient deux, ça crédibilise encore une fois les propos. Et cette corrélation entre on a quelque chose avec nos senseurs infrarouges et on a des choses au radar. Donc là c'est une corrélation qui est plus qu'intéressante. Maintenant on va regarder la GoFast. GoFast c'est la troisième vidéo. Il nous explique donc on est toujours en mode infrarouge, on voit la mer derrière, le senseur regarde à 35 degrés à gauche de l'axe de l'avion, donc en bas à gauche. Ils sont à 4 nautiques, ça fait 7,5 km de l'aéronef, c'est pas très loin. Il regarde 22 degrés en dessous, le senseur. Et le F-18 est en très très léger virage par la gauche. Il fait ça de manière à pouvoir bien garder son senseur dessus. Des histoires de masque. Ils sont en autotrack et encore une fois le F-18 ne va pas très vite, hein, 250 nœuds, Mach 0,61. Toujours 25 000 pieds, donc comme la vidéo d'avant, hein, pas très différent. On est en chaud et donc on est à 25 000 pieds et c'est parti. Alors on est habitué à, pour la petite histoire, on est habitué à accrocher des fois des missiles ou des choses comme ça. Par exemple quand on accompagne un avion tireur qui tire un missile ou un avion qui, notamment du solaire, hein. Moi j'ai eu la chance de tirer de l'AS-30L. Entraînement, on vient accrocher le missile. Pareil si vous tirez un missile par exemple air surface comme l'AM-39 Exocet dans la marine nationale, vous pouvez avoir un avion suiveur et l'avion suiveur va essayer d'accrocher avec le pod de désignation laser le missile. Donc on est habitué à suivre et surtout à voir, analyser ce type d'objet, à voir des images de ce type d'objet. Donc là, méthode classique de la part du NOSA, il va essayer de se mettre en avance sur la trajectoire, c'est-à-dire que c'est une trajectoire constante. Ok, donc là ils ont réussi à l'accrocher. Moi là, ce qui m'étonne, en termes de vitesse de déplacement, tout ça, il y aurait des calculs qu'on peut faire, mais ça m'a pas l'air choquant. Hein, ça m'a l'air d'être dans quand même des ranges de des tranches de vitesse assez cohérentes avec ce qu'on connaît. Roger, there's troubleshooting as soon as Did you box moving target? No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at it fly! Néanmoins, là moi ce qui m'étonne en fait c'est l'excitation de l'équipage. Les Américains sont rarement excités comme ça, faut être franc en vol. Dans la marine on a tendance à rester assez sérieux et surtout si on est face à un phénomène dans l'armée de terre et le reste de l'armée aussi, hein. Mais ce que je veux dire c'est qu'on a face à une situation qu'on ne maîtrise pas totalement ou face à laquelle on peut avoir un doute, c'est étonnant de se décontracter autant. Moi ce qui m'interpelle à chaque fois c'est la vitesse d'évolution des avions qui ne sont pas dans des vitesses très tactiques et aussi l'absence totale, j'ai envie de dire, d'anxiété, hein. L'anxiété prépare au stress mais prépare à l'action aussi. De la part des équipages, ils sont vraiment extrêmement détendus alors qu'ils sont à 5 km d'un objet qu'ils n'identifient pas. Donc c'est vraiment que la menace perçue est nulle
Et donc ça serait intéressant d'avoir plus de contexte autour de ça, mais je pense que l'état d'esprit des pilotes en dit beaucoup sur l'événement, et cette vidéo Go Fast, je la trouve très intéressante pour ce qui est de l'état d'esprit extrêmement détendu de l'équipage. Donc là, clairement, ils ont des réactions d'enfants, au mieux, j'ai envie de dire, de lycéens. Et c'est ça qui m'interpelle. Donc en résumé, on a vu les 3 vidéos, je sais que vous m'avez demandé un peu mon avis, ce que j'en pense. Donc je vous ai présenté un petit peu le contexte, je vous mets le lien très intéressant pour faire votre idée sur l'incident de 2004 par vous-même. Ce qui est intéressant, c'est renseignez-vous sur les sources disponibles, sur toute l'activité en amont de cette interception, je pense que c'est ça vraiment la plus-value. Après, l'accélération en soi est intéressante, mais honnêtement, moi j'ai du mal à quantifier, je trouve que ça manque un petit peu d'informations en fond pour vraiment que je vous donne un avis tranché là-dessus. Ensuite, la vidéo gimbal, je la trouve extrêmement intéressante. On a un objet statique, pour moi c'est ma préférée. On a un objet qui apparemment fait du surplace, mais du surplace dans une masse d'air qui se déplace à 200 km/h, ça veut dire un objet qui se déplace à des vitesses assez lentes, 200 km/h à 7000 mètres d'altitude, c'est très lent, et qui bouge sur la fin sur différents axes qui sont bizarres, clairement, c'est pas des axes sur lesquels on est habitué à bouger comme ça en avion, mais c'est surtout ce concept de corrélation radar, moi qui m'intéresse énormément sur la vidéo gimbal. Et sur la vidéo Go Fast, voilà, on a un objet qui traque. En termes d'image, moi il n'y a rien qui me choque, ça serait un missile, ça serait alors vous allez me dire derrière, au niveau de l'air, on pourrait étudier, mais je maîtrise pas assez ce type de pod. Effectivement, en termes de taille, de distance, ça a vraiment l'air petit. Effectivement, on n'a pas l'impression qu'il y a de la propulsion derrière. Il travaille bien à changer le ton chaud blanc, chaud noir. Donc c'est assez intéressant, effectivement. Mais ce qui me marque le plus dans la vidéo Go Fast, encore une fois, c'est l'état d'esprit. Donc en résumé, je trouve ces 3 vidéos très intéressantes. Pour moi, il y a 3 facteurs qui font que c'est pas comme d'habitude. Le premier facteur, c'est tout simplement les sources. On a plusieurs membres d'équipage formés au plus haut niveau de standard, qui sont tous d'accord sur le fait qu'ils ont vu quelque chose qui n'était pas comme d'habitude. Entre 2004 et 2014, je vous laisse imaginer le rythme des pilotes de la Navy. C'était des personnes qui ont tous fait au minimum 2 ou 3 tours au combat, donc ils ont vu pas mal de choses, ils ont une énorme expérience. C'est sans aucun souci parmi les meilleurs professionnels de l'aérien au monde. Donc s'ils trouvent quelque chose de bizarre, c'est effectivement que c'est pas cohérent. Donc ça, je pense que c'est important. Après, pourquoi cet état d'esprit dans la vidéo Go Fast, pareil, je me l'explique pas. Et pour ce qui est des images, en termes de vitesse de déplacement, tout ça, moi, il n'y a rien qui me choque vraiment. Le départ du FLIR 1, alors si vous regardez dans le Joe Rogan podcast, il donne pas vraiment de vraie précision sur la vitesse d'accélération. Ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, les FLIR ont tendance, alors les FLIR Forward Looking Infrared, c'est ce type de système, ont tendance à perdre le tracking et peuvent partir du coup à ces distances-là sur le côté. Et à cause, si on peut dire, du bras de levier, à cause de la distance et du zoom qu'on a, ça peut paraître très rapide. Là, on voit pas la distance, on n'a pas la distance dans FLIR 1, au moment de la séparation, le range ne marche pas. Néanmoins, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il disparaît quand on est en zoom 2. Il joue entre zoom 1, zoom 2, et pouf, ça part. Elle est coupée à ce moment-là. Et moi, ce que j'aurais bien aimé voir, donc sur FLIR 1, c'est sûr que le NOSA est repassé en zoom 1, et là on aurait pu voir si le point continue à se déplacer ou pas. Donc là, il manque un petit peu d'informations. Donc voilà, j'espère que ça vous a apporté un peu de précision. Encore une fois, je vous avais dit que je ne vous révélerai pas de secret parce que j'en ai pas à révéler. Pour anticiper la question qu'on va me poser, est-ce que j'ai déjà vu des choses bizarres en vol ? Je n'ai jamais rien vu de bizarre en vol. Est-ce que j'ai déjà rencontré des pilotes qui m'ont expliqué pendant ma carrière opérationnelle qu'ils avaient vu des choses bizarres en vol ? Non plus. Maintenant, surtout dans une communauté de monoplace dont je faisais partie, c'est pas forcément quelque chose qu'on irait crier sur tous les toits pour une multitude de raisons que vous pouvez bien comprendre. Mais je trouve que c'est très très intéressant et c'est pour ça que je voulais partager autour de ça. Donc j'ai pas de réponse, juste ces observations-là. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires, je ferai peut-être une deuxième vidéo pour répondre si je peux, mais je détiens pas le savoir universel là-dessus. Je voulais juste vous donner mon résumé qui est corrélation
senseurs, radar extrêmement importantes. C'est comme quand vous voulez vous connecter sur votre Facebook ou votre WhatsApp ou votre téléphone, qu'on vous demande 2 authentifications différentes. Là, en fait, on a passé à une première stade, mais il y a le deuxième stade qui vient confirmer l'information. Donc pour moi, c'est la grosse force de ces vidéos. Ensuite, le reste, on est vraiment pour en parler pendant des heures. Mais le fait qu'il y ait une corrélation FLIR, donc image infrarouge et radar, je trouve que c'est l'information très intéressante de ces 3 vidéos qui viennent d'être déclassifiées par le Pentagone et qui sont certifiées. Excellente journée à vous et bonne réflexion.